Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Doudou Sarr. Doudou Sarr, c'est le président du nouveau parti pour le travail. Merci M. Doudou Sarr d'avoir accepté notre invitation. L'actualité brûlante aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Le jeu de yo-yo entre Donald Trump et Joe Biden. Déjà, les résultats ne sont pas encore complets. Que Donald Trump dit qu'il a été volé et qu'il va saisir la Cour suprême. Est-ce que c'est un bon exemple pour la démocratie à travers le monde? Mais c'est un mauvais exemple, mais c'est l'une des dernières expressions de la crise que traverse ce pays-là. Et en réalité, derrière ce qui peut apparaître comme des gesticulations, il y a une crise qui est très profonde et qui est structurelle, qui ne se résoudra pas avec l'élection, une crise qui est durable. Certains l'appellent le tournant américain. La nature de la production américaine est dépassée sur beaucoup de points. Pas seulement sur le point auquel on pense d'habitude, c'est-à-dire la question de la compétitivité et la position concurrentielle des États-Unis sur le marché international. Mais on peut dire que sur toutes les productions traditionnelles, mais aussi sur les productions sophistiquées, y compris sur les productions qui réfèrent aux nouvelles technologies, les Américains, du point de vue de la compétitivité, sont dépassés. Et pour survivre, ils sont obligés de prendre des mesures qui ne sont pas des mesures économiques, qui sont des mesures politiques et d'une certaine brutalité. Et l'attitude de Trump exprime cela. Sinon, vous ne pourrez pas expliquer pourquoi il bénéficie dans les secteurs industriels traditionnels d'un vote noir massif, y compris de la campagne de dirigeants syndicaux noirs. Parce qu'à partir du moment où il défend les productions américaines, ces secteurs ne votent pas pour Trump. Ils votent pour la défense de leur emploi. C'est une bataille à reculons. C'est une bataille dépassée. Mais pour tenir dans les conditions de concurrence actuelles à l'échelle internationale, des secteurs du capitalisme américain votent Trump. Il y a une grande diaspora africaine aux États-Unis. Il y a beaucoup de Sénégalais aussi qui travaillent, des immigrés qui sont très inquiets par rapport à la politique d'immigration mise en place par Donald Trump. Mais parce qu'ils s'en tiennent aux apparences, le coût de la main-d'œuvre dite américaine de souche, pour parler comme certains, est rédhibitoire pour la majorité des productions américaines. Et c'est peut-être les diasporas africaines qui sont les plus apparentes. Mais en réalité, y compris dans les secteurs les plus avancés, comme celui des technologies de l'espace, vous avez des diasporas de plus en plus importantes, africaines, même à la NASA, pas seulement ceux auxquels on pense, mais très massivement, en arrière-plan, asiatiques, pakistanaises, indiennes, et de plus en plus chinoises et indonésiennes, même malaisiennes, pour ce qui m'a été donné de constater. Pas seulement mexicaines. Donc la totalité des productions américaines sont impactées par la diaspora. Mais il s'agit d'un appel d'air. Je veux dire par là que si les Africains n'y allaient pas, on viendrait les chercher. Certains se sont amusés à faire une étude sur une grève des diasporas, africaines notamment, mais l'impact est inimaginable. Cela va de l'éboueur jusqu'aux techniciens supérieurs de la NASA. Il y a cet appel d'air aux États-Unis. Mais on voit aussi que les jeunes Africains, Sénégalais surtout, veulent eux aller en Europe.
où de plus en plus il y a des difficultés financières en Europe, mais ils prennent quand même les bateaux pour y aller. Une polémique était née au Sénégal en disant justement si les jeunes y vont, c'est parce qu'il y a un taux de chômage extraordinaire au Sénégal. Des chiffres ont été avancés par le gouvernement, d'autres par des organismes. Vous avez travaillé justement sur la question de l'emploi. À quel taux peut-on mesurer aujourd'hui le taux de chômage au Sénégal et les sans-emploi? Et pourquoi ce phénomène? Alassane Samba Diop, nous discutons là d'une question d'une extrême gravité, je dirais d'une exceptionnelle gravité. Ce n'est pas une bombe à déclenchement retardataire, c'est une bombe à déclenchement incontrôlé. C'est un élément qui est attentatoire à la survie de notre pays, comme pays civilisé, comme État, comme nation en construction, et tout simplement comme pays tout court. Nous en sommes là. Depuis la fin des années 90, lorsque la gouvernance Wade arrivait au pouvoir, nous étions à 2 millions de demandeurs d'emploi. À l'époque, nous étions entre 90 000 et 110 000 demandeurs d'emploi nouveaux chaque année. Et nous créerions entre 15 et 25 000 emplois nouveaux chaque année. Cela veut dire que chaque année, à l'époque, le chômage augmentait de 90 000 unités. Au début de l'année 2012, nous étions à 3 300 000 demandeurs d'emploi. Je parle bien de demandeurs d'emploi. Arrivent sur le marché du travail, arrivent toujours sur le marché du travail, chaque année, entre 190 000 et 210 000 demandeurs d'emploi nouveaux. Les meilleures années, nous créons 60 000 emplois. Cela veut dire que chaque année, malgré les emplois créés, le nombre de demandeurs d'emploi augmente entre 170 000 et 190 000 unités. En juillet 2019, le ministère de l'Emploi sortait des chiffres qui situaient le nombre de demandeurs d'emploi à hauteur de 4 500 000 unités. 4 500 000 unités, à l'époque, en juillet 2019. Il s'agit donc des chiffres de 2018. J'avais félicité d'ailleurs le gouvernement parce que je trouvais cela courageux, puisque nous étions à quelques mois après la constitution du nouveau gouvernement, à l'immédiat lendemain des élections présidentielles de 2019. Et c'est cela l'ampleur du phénomène. Il y a un malentendu dans l'opinion et entre l'opinion et le gouvernement, parce que lorsque vous créez 500 000 emplois face à une demande d'emploi de près de 5 millions, mais vos 500 000 emplois ne se voient pas. Nous avons là un secteur où les performances du gouvernement sont les meilleures. Mais il n'a pas été encore pris totalement en compte la mesure du problème. Nous n'avons pas encore une intelligence intime de l'ampleur du problème et surtout des menaces qu'il fait peser sur la vie de notre pays. Quelles sont ces menaces? Mais depuis la fin des années 90, nous avons pris acte du fait que nous perdions entre un demi et un Diola chaque année. Le phénomène n'est pas nouveau. Dans l'océan, dans la Méditerranée, dans le désert. Et parfois, face aux armées espagnoles et marocaines. Et nous disions à l'époque, dans l'un de vos médias que vous dirigiez, que des jeunes qui n'ont pas peur des balles des soldats espagnols ou marocains, auront-ils peur des balles des soldats sénégalais? Je signale d'ailleurs que l'un des patrons d'une des armées européennes disait que qui ne veut pas de ces migrants-là, lui en a besoin pour ses unités d'élite. Alors c'est pour vous dire la menace qui pèse sur nous. Ce n'est donc pas un phénomène nouveau et les observateurs se contentent de faire l'inventaire des symptômes. Mais peut-être qu'un diagnostic de la situation nous aiderait à trouver des solutions pour commencer
à réduire le phénomène, si ce n'est à le stopper. Mais justement, dans un pays qui a pratiquement beaucoup de ressources naturelles, Oui. qui a du gaz, qui a du pétrole, qui a aujourd'hui une agriculture des terres arables avec beaucoup de possibilités dans l'agriculture. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que le gouvernement n'arrive pas à mettre en valeur toutes ces richesses pour permettre aux jeunes de travailler? Mais parce qu'Alassane Samba Diop, le premier problème auquel nous nous heurtons, c'est la maîtrise de notre commande publique. Ceux qui nous imposent le code des marchés que nous avons, où les appels d'offres internationaux ouverts sont dominants pour les grands marchés, sont ceux-là même qui, pour faire émerger les nouvelles puissances asiatiques, faisaient l'exact contraire. Ils soumettaient la commande publique à la souveraineté des gouvernements asiatiques, du sud-est asiatique. Nous, on nous empêche de maîtriser la commande publique. Pourquoi? Mais parce que la maîtrise de la commande publique, c'est l'indépendance. Notre indépendance se joue là. Mais le Sénégal seul ne peut pas régler ce problème. L'UEMOA seul ne peut pas régler ce problème. Le problème peut commencer à être réglé, je le pense, au niveau de la CEDEAO. Nous avons plus de 2000 milliards de commandes publiques annuelles. 2000 milliards, c'est 14% de notre produit intérieur brut. Cela commande et les marchés publics et une bonne partie des marchés privés. Parce qu'une bonne partie des marchés privés sont une dérivation, ou si vous voulez, une déclinaison de nos marchés publics. Cela gouverne donc et l'emploi public et l'emploi privé. Donc le premier problème à régler, c'est que le gouvernement de la République soit seul maître, comme c'est le cas en Europe, comme c'est le cas aux États-Unis, soit seul maître de sa commande publique. Mais maître de la commande publique dans un pays comme le Sénégal, cela veut dire arrêter de lancer des appels d'offres internationaux. Ce sont les mêmes qui gagneront les appels d'offres internationaux. Cela veut dire contractualiser, pas au cas par cas, pas de façon intermittente, mais dans la durée, les marchés publics. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous voulez qu'un investisseur sénégalais ou qu'un groupe financier sénégalais investisse, embauche, mais il faut qu'il ait la certitude de la durabilité du marché, même intégrant des éléments de variabilité. Il faut qu'il ait la conviction, le constat de la durabilité du marché, parce que cela lui donne une lisibilité sur ce que va faire le gouvernement. C'est pourquoi nous proposons des contrats sur 5, 10, 15 ans, des contrats longue durée. L'Europe a été reconstruite, pas d'une autre manière, exactement de cette manière-là. La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis même ont été construits pour les États-Unis, reconstruits pour l'Europe de cette manière-là et pas d'une autre. Mais pourtant, ce sont les institutions internationales, telles que la Banque mondiale, le FMI, qui imposent aux pays africains la commande, l'appel d'offres international. C'est cela que nous devons casser. Nous devons dire, c'est l'argent de nos concitoyens, nous devons être les seuls maîtres de l'allocation, des réallocations et la redistribution de cet argent-là. Les seuls maîtres. Il n'y a que deux cas. Est-ce que cet argent, c'est de l'argent en interne ou bien c'est des prêts? Ah non, non, non. Si nos pays font des prêts, l'international lui impose certaines règles. Le Sénégal déverse entre 5 000 et 6 000 milliards de francs CFA dans ce que j'appelle l'aide internationale. C'est-à-dire? Mais par notre balance de paiement, par nos importations, nous sommes de grands financiers de l'emploi à l'extérieur du Sénégal. Nous sommes des exportateurs d'emplois. Alors, et nous, on nous interdit de faire cela chez nous. Il suffit d'une mesure simple. Les citoyens sont là, les citoyens sont capables de contrôler la transparence, de contrôler les modalités d'exécution des marchés.
mais que l'on laisse le gouvernement de la République distribuer les marchés. Pour construire une école, on a besoin d'un appel d'offres international. Pour construire une université, pour construire des ponts, pour construire même des édifices complexes. Depuis quand les Sénégalais construisent des barrages? Donc les édifices les plus complexes en matière de BTP, les Sénégalais ont prouvé à l'échelle internationale, y compris en Europe et aux États-Unis, beaucoup l'oublient, leur expertise dans ce domaine-là. Donc on laisse nos gouvernements contracter sur la durée, la distribution de la commande publique. Donc c'est le premier facteur, la première source causale du chômage dans notre pays. La deuxième source causale du chômage, c'est qu'on nous interdit de financer notre économie. Mais si vous allez en Europe ou dans les Amériques du Nord, mais l'économie est financée entre 80 et 90%. Mais est-ce que vous pouvez financer votre économie si vous n'avez pas la souveraineté monétaire? La monnaie est un débat, est un débat dérivé. La monnaie est un débat subséquent. Les choses se terminent par la monnaie. Les choses ne commencent pas par la monnaie. Et doivent commencer par quoi? Mais parce que je viens d'aborder, l'indépendance de décision en matière de commande publique, l'indépendance de décision en matière d'investissement. Il y a eu des progrès depuis 2012. Depuis 2012, je peux dire que depuis Mamadou Dia, c'est la première fois que nous dominons notre budget. Ils nous ont laissé dominer notre budget, mais ils ne nous laissent pas encore dominer notre commande publique. Il n'y a pas de banque sénégalaise. L'argent des Sénégalais est piloté par d'autres instances. Faire une banque sénégalaise, ce n'est pas du chauvinisme. Une banque africaine au Sénégal, une banque africaine du Sénégal. Mais c'est financer nos priorités, c'est-à-dire notre production, l'optimisation de notre production, la compétitivité de notre production, c'est financer cela d'abord. Et cela est un appel d'air massif pour l'emploi. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, que le Sénégal pourrait passer, justement en créant cette banque sénégalaise, par les foyers religieux, qui eux, quand ils appellent les fidèles à sortir de l'argent pour le mettre sur la table, ils le font. L'exemple de Mazalik Jinan a été donné, 35 milliards en moins de 7 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les familles religieuses peuvent être autour de cette table pour créer cette banque sénégalaise? Mais là, vous touchez à l'intimité de mes relations avec Touba et Tiawan. Moi, j'ai un conflit amical, mais ferme, avec Touba et Tiawan. Ce conflit part de l'expérience de la banque commerciale sénégalaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la brutalité, je dirais de la barbarie avec laquelle nos banques ont été détruites. L'Union sénégalaise de banques, l'USB, la BNDES ont été détruites. Et lorsque des banques françaises, pour ne parler que de celles-là, ont exactement les mêmes problèmes, je veux parler du Crédit Lyonnais, mais le traitement n'est pas le même. Le passif du Crédit Lyonnais a été pris en charge. Le passif de nos banques, qu'est-ce qui interdisait de le prendre en charge? Le but qui était visé, c'était de couper le financement souverain de notre économie. Quand je parle de souveraineté, je ne parle pas que de l'État. Mais est-ce que le moment aujourd'hui n'est pas opportun pour reconstruire cette banque nationale sénégalaise, avec les familles religieuses qui peuvent faire appel au fonds, à tous les talibés qui pourront mettre de l'argent, et l'État sera le garant de la viabilité de la banque? Mais vous avez raison, des témoins vous diront que cela fait plus de 20 ans que je demande à Touba de créer une banque. Je ne parle pas de Touba Sikana. L'église et tout le monde. Oui, de créer une banque. Moi, je me réclame du marxisme. Nous prenons les pays tels qu'ils sont organisés. Les tarikas ne me gênent pas. Je prends l'organisation sociale sénégalaise telle qu'elle est. Je vois le poids des tarikas dans notre pays, le poids social, le poids relationnel. Économique. Oui, et je leur dis, mais vous ne pouvez pas exiger du gouvernement à chaque magal, à chaque gamou, et ne pas restituer, ne pas prendre vos responsabilités. Mais créer une banque, créer une assurance,
Tous ceux qui me connaissent vous diront que je leur dis ça depuis plus de 20 ans. Mais le gouvernement a sa part de Mais qu'est-ce responsabilité. qui empêche de franchir le pas? Où est le blocage? Mais le blocage, c'est le fait qu'une bonne partie de l'intelligentsia de notre pays, qu'elle se réclame de la gauche, du centre ou de la droite, est colonisée. Je ne dis pas néocolonisée, je dis colonisée. L'émergence de banques sénégalaises a été combattue par des cadres sénégalais. Pas seulement par l'impérialisme, mais par des cadres sénégalais. Ce sont des cadres sénégalais qui ont augmenté le plafond de création d'une banque. Ce sont des cadres sénégalais qui ont exigé l'augmentation multipliée par 10 de la mise de départ pour créer une banque. Justement, est-ce que ce n'est pas là le point fondamental de la souveraineté de nos pays? Ou peut-être des cadres en interne combattent la liberté de leur pays en interne parce que guidés par l'Occident, représentant de l'extérieur dans leur propre pays. Oui, comme le disait si bien mais là, l'État doit prendre ses responsabilités. Nous avons un budget de 4 000 milliards. L'État peut créer une banque. Je ne parle pas de la Caisse de dépôt et consignation. L'État peut créer une vraie banque nationale. Les caisses de dépôt et consignation... Mais souvent, on parle de confiance quand l'État crée. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une discrédit de la classe politique. Mais si ce sont les marabouts ou bien les religieux qui appellent, les gens répondent plus facilement. Mais les Sénégalais ont vécu avec des banques d'État pendant des décennies. Les Sénégalais sont plus habitués aux banques où l'État est majoritaire qu'aux autres banques. Il n'y a pas si longtemps, hein. C'est avec l'ajustement structurel que nos banques ont été détruites. Mais j'ai rappelé qu'on a 4 000 milliards de budget. Mais l'État peut créer une banque immédiatement. Rien ne le lui interdit. Les caisses de dépôt et de consignation de la CEDEAO peuvent créer un consortium. Les structures financières décentralisées peuvent créer un consortium à l'échelle de la CEDEAO. Tout est là pour créer des banques nationales et sous-régionales. Mais le but, ce n'est pas créer des banques, pour avoir le drapeau affiché sur les banques. Non. Le but, c'est pour que 95% de notre économie, nous sommes un pays sous-développé, 95% de notre économie soit financée. Si nous nous attaquons aux symptômes, il y aura toujours des naufrages. Si ce n'est devant les côtes sénégalaises, dans l'océan ou en Méditerranée. Si nous nous attaquons à la racine du problème, vous n'aurez plus de naufrage. Mais la racine du problème, et surtout que ça ne prend pas de temps, ce sont des banques sénégalaises. Moi, je ne suis pas chauvin. Je suis anti-chauvin. Mais ce sont des banques sénégalaises, des banques africaines, ici, priorité au financement de la production, pas seulement de la consommation. Et cela, peut-être que vous ne me croirez pas, mais cela vous donne 1 500 000 emplois en 18 mois. Mais parce que nous sommes un pays en construction, notre force, notre capital, c'est d'être un pays en construction. Notre force, notre capital, c'est d'avoir 4 500 000 jeunes sans emploi. Mais 4 500 000 jeunes sans emploi, les observateurs ne font pas attention. C'est entre 7 000 milliards et 8 000 milliards. Je ne plaisante pas. C'est en 7 000 milliards et 8 000 milliards. C'est un capital de cette valeur-là, de contribution à la production nationale. Un jeune qui ne sait même pas écrire son nom, vous investissez 1 franc en lui, il vous rend 2,5 francs. Un jeune qui est sans compétence. Mais qu'est-ce qui empêche l'action alors? Qu'est-ce qui empêche l'action? 1. On fait comme Ali Bongo, on fait comme Denis Sassou Nguesso, on fait comme Houphouët-Boigny en son temps, on fait comme Abdou Diouf en 91 et en 92. Ma commande publique, je la mets où je veux. 2. Je crée des banques pour financer le travail, pour financer la construction. 3. Je m'arme pour construire mon pays. Je ne parle pas d'armée. Vous avez l'habitude d'entendre que l'État ne crée pas d'emplois. Ah bon? Mais regardez l'Allemagne. Vous avez 6 millions de fonctionnaires en Allemagne. Rapporté à la population, ça fait 1 100 000 fonctionnaires au Sénégal. 1 100 000, pas 135 000.
1 100 000. Mais regardez la France. Vous avez 4 500 000 fonctionnaires pour 67 millions d'habitants. Ça fait 950 000 fonctionnaires au Sénégal. L'État s'arme pour construire. Avons-nous les moyens? Oui, nous avons les moyens. Comment nous avons les moyens? Mais quand j'étais petit, quand un enseignant entrait à l'école normale, on lui construisait sa maison. On ne lui donnait pas de l'argent. On lui construisait sa maison. Quand il entrait en deuxième année de l'école normale, on l'équipait. Je ne dis pas de distribuer de l'argent aux enseignants. Je parle des enseignants puisque ce sont les fonctionnaires les plus nombreux. Je ne dis pas de leur distribuer de l'argent. Et nous avons intérêt à agir ainsi parce que nous sommes dans un environnement de crise internationale. Les enseignants et les soignants nord-africains partent vers l'Europe, pas seulement l'Europe du Sud, partent vers l'Europe du Sud, du Centre et du Nord. Il y a un appel d'air des pays maghrébins sur nos enseignants et notre personnel soignant. Et il arrivera un moment où nous n'aurons pas les moyens de les retenir. Si nous voulons les retenir, enchaînons-les gentiment dès maintenant. Voilà, le temps que nous est terminé. Le temps que nous est imparti est terminé. Merci infiniment, Doudou Sarr, président du nouveau parti pour le travail. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de ITV pour parler de l'actualité et surtout de la question de l'emploi qui est fondamentale dans ce pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.